Que vous soyez un particulier ou un professionnel, si vous avez un projet immobilier en Espagne, ce podcast Ne perd pas le Sud vous servira de boussole. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, car je vous livrerai au fil des épisodes des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone et aussi agente immobilier en Espagne. J'accompagne depuis maintenant plus de 17 ans mes clients, français ou francophones, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast et bonne écoute! Pour ce nouvel épisode, je vais vous expliquer les 5 clés pour acheter un terrain agricole en Espagne sans encombre. Mon client est un client de longue date qui a une activité d'exploitation viticole. Il est d'originaire des Pays-Bas, mais il travaille et il vit en Espagne depuis de nombreuses années. Et donc, il cherche des terrains agricoles pour essayer de développer son activité d'exploitation viticole. Il a entendu parler d'un terrain agricole qui est en vente dans le Penedès. Le Penedès, c'est la région, une des régions catalanes du vin. Et donc, il souhaite l'acheter. Il m'appelle. Bon réflexe, si vous avez écouté les autres épisodes d'avant, vous commencez à comprendre que le réflexe, c'est avant de faire quoi que ce soit, dès le début, on appelle son avocate ou son avocat. Donc, il m'appelle et en me disant, voilà, j'ai besoin de... Enfin, je suis intéressée par ce terrain agricole. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu peux m'aider? Donc, dans cet épisode, je vous dévoile les 5 clés indispensables pour que l'achat d'un terrain agricole soit un succès et ne tourne pas au cauchemar. Première clé, il faut identifier les usages de la parcelle. Où est-ce qu'on fait ça? On fait ça auprès de la mairie. Alors, on a l'impression, parce que nous, les Français, tout est très, très centralisé. Alors, il y a les plans d'urbanisme aussi, mais qui sont régionaux, mais encore plus en Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, c'est vraiment chaque mairie va avoir son plan d'urbanisme. Au sein du plan d'urbanisme, il va y avoir différentes zones urbaines ou rustiques. Et donc, c'est vraiment important de prendre rendez-vous auprès de la mairie. Alors, là, il faut s'armer d'un petit peu de patience. Parce qu'effectivement, en fonction de qui on a affaire, ou si on tombe dans des zones un petit peu de vacances, on peut avoir un délai de réaction un petit peu plus lent, on va dire. Mais c'est important de consulter la mairie, et notamment le service technique de la mairie et l'architecte technique de la mairie. Pour savoir tout simplement quel type de culture il est possible de faire pousser sur ce terrain, parce que lui, il a une exploitation viticole, mais aussi bien, on ne peut pas... c'est un terrain, et dans le plan d'urbanisme, on peut faire pousser que c'est un champ d'olivier, par exemple, ou de citronnier ou d'oranger, et on ne peut pas cultiver la vigne. Donc ça, c'est important pour savoir quel type de culture il est possible de faire pousser, l'éventuelle zone naturelle protégée, parce que quand on est... C'est moins le cas dans des zones urbaines, mais dans des zones rustiques, parfois on peut avoir des zones naturelles protégées ou des zones de chasse réservées. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Et notamment, de savoir s'il y a des éventuels dossiers d'inspection ou de sanctions qui sont en cours sur cette parcelle. Ça, c'est important. Donc, dans notre cas, on avait bien checké, on pouvait cultiver la vigne, donc c'était parfait. Et puis, nous n'avions pas de dossier de sanction ni d'inspection en cours. Donc, encore mieux. S'il y a un dossier de sanction ou d'inspection, il faut creuser un petit peu et savoir de quel type de sanction ou d'inspection il est question. Et une fois que vous avez l'information, vous pouvez, du coup, vous engager en connaissance de cause. Mais sans cette information, la seule chose que vous risquez, c'est d'avoir une mauvaise surprise une fois que vous aurez acheté. Donc ça, c'est important de vérifier ces choses-là dès le début. Deuxième clé, identifier les servitudes sur la parcelle. Excusez-moi. C'est super important parce que dans les terrains rustiques, on peut avoir tout type de servitude. Un passage de voiture ou un passage de piéton, des canalisations d'eau, des canalisations de gaz, voir aussi qui sont les voisins. Est-ce que
Les parcelles limitrophes sont aussi agricoles. Est-ce qu'elles sont urbaines ? Est-ce qu'elles sont en exploitation ? Est-ce qu'elles sont à l'abandon ? Tout ça, c'est important quand vous voulez mettre en place une culture. Une exploitation de laquelle vous souhaitez vivre, ou faire du business. Donc ça, c'est important. Où elles sont, ces servitudes. Alors, juste, on va peut-être faire une mini parenthèse sur la servitude, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Une servitude, c'est quoi ? Une servitude, c'est un droit de passage de piétons, de voitures, ou un droit de passage de canalisation, ou de l'eau pluviale, par exemple. Donc, c'est un petit espace sur la parcelle qu'il faut respecter. Ça, c'est très important. Et il faut savoir qui est le bénéficiaire de la servitude qui est le bénéficiaire de la servitude et qui a l'obligation de la servitude. Parce que la servitude, c'est toujours entre deux parcelles, donc entre deux voisins, sauf si les propriétaires sont les mêmes personnes. Mais si par exemple, s'il y a une servitude on va prendre d'ailleurs l'exemple de mon client pour que ce soit plus clair. On avait un chemin GR qui passait au milieu de la parcelle, d'accord ? Donc, ce chemin GR, il faut le respecter, c'est-à-dire que mon client, en achetant cette parcelle, il doit savoir exactement où passe le chemin GR et quelle est la longueur du chemin, la largeur du chemin, à qui doit entretenir ce chemin, qu'est-ce qui se passe avec ce chemin ? Ça, c'est important. Donc, on avait creusé et on avait vu effectivement qu'il y avait ce chemin GR. Du coup, lui, il avait une parcelle et au milieu, il y avait un chemin GR qui passait. Donc, évidemment, c'est super important quand vous voulez mettre en place une exploitation viticole parce que où est-ce qu'on va planter nos vignes, notamment parce que les pieds de vigne, en principe, ça se plante d'une certaine façon, qui fait que s'il y a un chemin GR au milieu, faut revoir comment est-ce qu'on plante les plants de vigne. Donc, ça, c'est important. Donc ça, on avait fait aussi ce travail-là avec le client. Troisième clé, identifier les autorisations nécessaires pour exercer votre activité. Ça, c'est important et c'est encore auprès de la mairie qu'on fait ces vérifications-là, d'accord ? C'est une réglementation très locale, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc, il peut exister, en fonction de la mairie, plusieurs types d'autorisations. Soit c'est une simple déclaration préalable qu'il faut faire à la mairie. Donc, ce n'est pas une autorisation en tant que telle, c'est simplement déclarer à la mairie « Bonjour, je suis le nouveau propriétaire, je veux faire ce type d'exploitation ». Et si ça suffit, tant mieux. Parfois, il est nécessaire d'obtenir directement l'autorisation de la mairie. Auquel cas, là, il faut déjà prévoir un délai, parce que la mairie, quand vous présentez votre dossier, elle ne va pas vous donner votre autorisation en 3 jours. Souvent, il y a des délais, parfois de 1, 2 mois, voire 3 mois, ça dépend des mairies. Donc ça, c'est important. Et puis, si jamais la mairie refuse que vous mettiez en place votre exploitation agricole, il peut y avoir des problèmes. Parce que du coup, vous avez acheté une parcelle sans cette autorisation. Donc, c'est aussi important de le savoir en amont, parce que s'il y a besoin d'une autorisation pour exploiter ça, il faut peut-être mettre une condition suspensive dans le contrat. Donc, ça, c'est important. 4e clé, identifier les coûts relatifs à cette parcelle. Alors, en Espagne, on n'a pas de taxe d'habitation. On a la taxe foncière qu'on appelle l'IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles. Ce sont les initiales de Impuesto Bienes Inmuebles, IBI. Et on a parfois la taxe des ordures ménagères. Ce n'est pas le cas sur toutes les parcelles et encore moins les parcelles rustiques. Mais pour que vous ayez une vision globale sur les frais que doit assumer un propriétaire terrien, on peut la taxe d'habitation, on oublie puisqu'elle n'existe pas, et elle s'appliquerait de toute façon que s'il y avait une habitation, donc pas dans le cas d'un terrain agricole. Mais on a la taxe foncière, l'IBI, ou peut-être parfois la taxe des ordures ménagères. Parfois, la taxe des ordures ménagères, elle est créée lorsque vous déclarez votre activité et votre exploitation agricole. D'accord ? Donc, tout ça, c'est important à savoir, tout simplement parce que vous allez devenir propriétaire d'une parcelle. Ça va engendrer des frais, donc il faut que vous puissiez les budgéter, les provisionner et l'avoir en tête dans le cadre de votre projet. D'accord ? 5e clé, tout simplement, prévoir le futur. Si vous avez besoin de construire une édification sur la parcelle
il faut vérifier si c'est possible de le faire ou pas. Par exemple, dans le cadre de votre exploitation agricole, est-ce que vous avez besoin de construire un petit enclos ou un entrepôt pour entreposer certaines machines? Parfois, c'est possible. Donc, il faut anticiper quels sont les besoins que vous allez avoir sur cette parcelle une fois que votre activité sera mise en place. Ça, c'est important parce que toutes les parcelles rustiques ne sont pas constructibles. Donc, ça dépend, encore une fois, du plan urbanistique local, de la mairie. Donc, tout ça, ce sont des points importants à valider avant de faire quoi que ce soit. Voilà, on a fait le tour des 5 clés. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Comme d'habitude, si ce contenu vous plaît, je vous remercie de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur mon canal YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et puis, si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous remercie de recommander ce podcast à des gens autour de vous qui auraient éventuellement un projet immobilier, parce que peut-être que ça pourrait les aider dans leur futur projet. À très vite.